Je crois que la vie, elle est faite de travail et aussi de chance. On a un bagage qui fait qu'on y arrive, mais il y a aussi des petites parts de chance. J'ai adoré la cosmétique, le parfum, j'ai adoré ce monde, j'ai adoré le marketing. Ça a été une évidence. C'est un bon départ. Voilà. Dès qu'on rentre dans le luxe, c'est vrai qu'on a un peu des étoiles plein les yeux. Tout le monde travaille tout le temps. On se croit un petit peu le centre du monde. Un peu le sentiment, voilà, c'est moi qui développe les produits. Puis il y a un moment où on se dit, en fait, ma vie à moi, elle est passée là-dedans. Et j'ai repris mes études. Donc je suis allée faire un Master 2 en développement durable à Dauphine. Ça m'a appris la résilience. Je pense que c'était vraiment l'inverse de ce que je vivais en marketing. En marketing, on était au cœur de tout. Là, tout à coup, personne ne nous attendait en RSE. La marque de fabrique de Legrand, c'est la simplicité. En étant plus performant en RSE, on se rend compte qu'on est globalement plus performant. C'est-à-dire qu'on a une manière de voir les choses plus globale qui nous rend plus performants et certainement plus résilients. Moi, j'ai appris dans ma vie que parfois, quand on est face à des moments difficiles, c'est là où on apprend le plus et c'est là où on ressort plus fort. Ça, c'est très bon à entendre, en tout cas. Bienvenue dans Let's Talk About You, le podcast qui part à la rencontre des hommes et des femmes qui influencent la trajectoire d'entreprises renommées. Nous connaissons leur société, mais nous ne connaissons pas leur nom. Nous utilisons leurs services, nous consommons leurs produits. Ils prennent des décisions qui influencent nos vies. Mais qui sont-ils ? Nous allons le découvrir ensemble. Je suis Homéric Dessart, entrepreneur, auteur et podcasteur. À travers ces échanges, je souhaite mettre en avant la personnalité de celles et ceux qui ont tant à nous raconter. Toutes les 2 semaines, retrouvez un nouvel épisode sur votre plateforme favorite. Pour les recevoir directement, je vous invite dès à présent à vous abonner. Très bonne écoute! Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Virginie Gatin, vice-présidente exécutive du groupe Legrand en charge du développement durable. Diplômée de la London School of Economics de HEC et titulaire d'un Master 2 en développement durable de l'Université Paris-Dauphine, Virginie a démarré sa carrière en 2001 dans le marketing international pour des acteurs du luxe tels que Puig et LVMH. En 2011, elle rejoint JCDecaux en tant que directrice du développement durable et de la qualité, avant de piloter la stratégie de développement durable d'Heineken et de développer un programme de réduction des émissions de CO2 chez Mondelez. Depuis août 2021, elle est à la tête de la RSE chez Legrand, où elle œuvre pour un avenir plus durable en réponse aux défis mondiaux, notamment l'urgence climatique. Découvrons ensemble le parcours inspirant de Virginie et sa vision pour un monde plus responsable. C'est parti! Bonjour Virginie. Bonjour Homéric. Merci beaucoup Virginie de nous accueillir dans les futurs nouveaux locaux de Legrand à Bagnolet. Première question, est-ce que l'on peut se tutoyer ? Bien sûr. Merci problème. beaucoup. Deuxième question, est-ce que tu peux nous donner ton état civil, s'il te plaît ? Virginie Gatin. Je suis née en France. Et troisième question, quel est ton souvenir d'enfance le plus lointain ? Oh waouh. Beaucoup de souvenirs d'enfance. Le plus loin du plus loin. Je pense que c'est avec ma mère et mes 2 sœurs. On a passé beaucoup de soirées ensemble après l'école. Et ma mère aimait beaucoup jardiner, donc très beau souvenir de temps passé toutes les 4 au dîner et puis dans le jardin, parce que ma mère adore jardiner, donc on allait dehors avec elle. Donc ouais, je crois que c'est mes plus anciens souvenirs et très, très joyeux. T'as gardé la main verte ? Je l'ai beaucoup regardé, je l'ai beaucoup regretté après parce que je l'ai beaucoup regardé. J'ai pas assez écouté tout ce qu'elle disait, ce qu'elle faisait. Donc j'aime ça, mais ma mère est vraiment très très forte pour notamment les fleurs. Et malheureusement, j'ai pas été assez attentive. Donc je le regrette un petit peu maintenant. Et où est-ce que tu as grandi ? J'ai grandi dans les Yvelines. D'accord. J'ai vu que tu avais fait ton lycée à Saint-Germain-en-Laye. Exactement. Donc tu as grandi dans ce quartier-là. J'ai grandi. Alors on a grandi vraiment à la campagne. On avait une maison avec un jardin et qui donnait sur une forêt. Donc j'ai passé beaucoup de mon enfance dans la forêt. Ça explique peut-être le reste de ma carrière. J'ai été au lycée à Saint-Germain-en-Laye. Et j'ai eu beaucoup de chance parce que c'était un lycée international. Donc il fallait être bilingue pour rentrer. Donc ça a déterminé beaucoup de mon enfance parce que j'ai dû apprendre l'anglais très jeune. Par contre, une opportunité incroyable parce qu'un lycée avec plus de nationalités, des gens de tous les horizons et vraiment, vraiment très intéressant, une vraie ouverture d'esprit et je suis absolument ravie d'avoir eu cette chance. Et alors, pourquoi est-ce que tu dis que tu as dû apprendre l'anglais très tôt ? Parce qu'en fait, il fallait être bilingue pour rentrer au lycée. Ah d'accord, c'est vraiment dans le cadre du lycée. Ça s'appelle lycée, mais en fait, je l'ai démarré au collège. Donc, il fallait que je sois bilingue à la sortie du primaire. J'ai 2 parents français. Et donc, j'ai commencé à 5 ans, l'anglais. Et j'ai passé quasiment toutes mes vacances en Angleterre.
de 5 ans à mon collège pour apprendre l'anglais, pour Donc c'est pouvoir vraiment un être souhait de tes bilingue. parents de se dire, Absolument. ils ont fait pareil avec tes 2 sœurs? Ah exactement. Ouais. Ouais, on a fait pareil toutes les 3. C'était, un souhait de mon père, qui avait identifié que c'était un très bon lycée et qui voulait vraiment, il avait dans l'idée que l'anglais serait essentiel, pour nos plus grandes. Je pense qu'il a eu raison. Mmh. Je l'ai beaucoup maudit à l'époque, mais je l'ai remercié beaucoup, beaucoup de fois depuis. C'est sûr qu'à 5 ans, on a envie de faire autre chose qu'aller au cours d'anglais. C'est ça. Les samedis après-midi, quand mes camarades allaient à leurs anniversaires, moi j'allais à mes cours d'anglais. Ouais, mais bon. Et alors, tu savais très tôt ce que tu voulais faire? Pas du tout. Très bien. Moi je suis toujours, très admirative des gens qui savent à 10 ans, 15 ans exactement ce qu'ils veulent faire. Moi j'avais absolument aucune idée. Hem J'ai j'ai un peu suivi en fait, ce que j'entendais autour de moi et cetera. J'avais une vraie appétence quand même, pour tout ce qui était stratégie, économie. Alors certainement pas au lycée, hein, mais c'est venu assez vite après, et notamment, une fois que j'ai commencé mes études d'économie. En fait, je savais que c'était pas ça que je voulais faire exactement, mais j'ai commencé voilà à mieux comprendre le marketing et cetera et ça a été, clairement, là vers là que je voulais aller, mais je dirais début de la vingtaine, pas avant. Donc tu as fait S, J'ai fait D. tu as fait À D l'époque, il y avait C et D, donc j'ai fait D. et tu t'es dit, comment ça s'est fait ce choix, cette orientation, vers cette école? Alors, pour être très, très honnête, je voulais être vétérinaire, quand j'étais assez jeune et j'étais nulle en chimie. J'ai vite compris que être vétérinaire sans être bon en chimie, c'était pas possible. Donc après, j'ai commencé à regarder le reste, et j'aimais bien tout ce qui était, économie, même de loin, parce qu'en D, on n'en fait pas, mais c'était mon père, s'intéressait énormément à la politique, on écoutait beaucoup de choses à la maison et j'aimais bien cet univers, et donc ça m'a vite intéressée et donc l'université anglaise dans laquelle je suis allée, c'était, je dirais pas une évidence, mais en tout cas, c'était, clairement, un choix, qui est venu s'imposer assez vite. Et tu es allée où? Je suis allée à la London School of Economics à Londres, À la LSI? à la LSI, et c'était fantastique. Alors déjà, c'était une manière de m'échapper de la maison, très clairement. J'étais contente, de partir en Angleterre parce que ça faisait des années que j'y allais et donc voilà, j'avais des amis là-bas et cetera. Donc aller en Angleterre, c'était vraiment un souhait et puis cette école-là, c'était Londres, hein, c'était l'économie, c'était, voilà, une université, dont j'avais beaucoup entendu parler et donc c'était vraiment génial d'y être. Et quand tu fais les choses, tu fais toujours les choses à fond parce que tu apprends l'anglais très tôt, tu rentres dans un très, très bon lycée, tu vas en Angleterre pour tes études, c'est meilleure école d'Angleterre, dans le top 5. Ça fait partie de ta personnalité? C'est un trait famille? Bah, l'anglais, c'était vraiment mon père, hein, je veux Ouais. dire, j'y étais pas pour grand-chose, mais je crois que la vie, elle est faite de travail et aussi de chance. Et c'est vrai que j'ai des très bons amis, quand je leur ai dit, «J'ai eu tel poste, j'ai eu de la chance», ils me disent: «Non, non, c'est pas de la chance, c'est toi qui l'as provoqué». Je dis: «Oui, mais la vie, c'est un mélange des 2». C'est-à-dire qu'effectivement, on est, on est prêt, on a un background, on a un bagage qui fait qu'on y arrive, mais il y a aussi des petites parts de chance, et il y a cette part de chance où, j'avais envie de cette université, je pense qu'à l'époque, ils avaient pas tant d'étudiants étrangers européens, parce qu'ils avaient beaucoup d'étrangers d'autres continents, mais peu d'Européens et voilà, ça s'est fait, j'avais le bon niveau, c'est vrai, mais je pense qu'aussi, c'était une époque où c'était peut-être un peu plus facile et ça s'est fait et j'en suis ravie. Et après LSI, Je suis rentrée en France et j'ai fait, HEC. voilà. C'est quoi, tu as continué vers un master? C'était la grande école. En fait, il y avait une intégration directe, en 2e année. Donc, j'ai fait j'ai passé ce concours pour rentrer, directement en 2e année et là encore, une vraie découverte. Alors un choc, parce qu'après, Londres, être en pleine ville, voilà, dans la grande ville, on se retrouve sur le campus d'HEC, À jouer aux entre soi, Josas. c'était alors jouer à Josas, le choc a été, important. Donc j'ai mis un petit peu de temps à m'acclimater quand même, mais j'ai gardé des supers amis, et ça a été une belle expérience et j'ai vraiment appris beaucoup de choses, l'opportunité de faire plein de stages Mmh. et donc là, de vraiment rentrer dans, concrètement, qu'est-ce que j'ai envie de faire? Et entre les soirées HEC et les soirées LSI, lesquelles sont les, Ah, très différent, soirée LSI, c'était vraiment pub football. Les soirées HEC, c'était des soirées où il y avait plus de mix? on buvait beaucoup. Voilà. Voilà. Et alors tu termines, ton master grande école à HEC, tu fais des stages, c'est des stages de 3 mois, 6 mois? 6 mois plutôt, ouais. Ouais. Donc là, ça va, il y a le carnet qui permet de trouver les stages relativement facilement.
Dans quelle orientation? Est-ce que tu vois déjà plus clair dans ce que tu souhaites faire et dans l'orientation que tu veux donner à ta carrière professionnelle? Alors déjà, je tiens à préciser, à l'époque, moi, le carnet, j'y connaissais rien. Donc je n'ai jamais, j'aurais jamais osé à l'époque appeler un ancien HEC en disant: «Je cherche un stage». Donc j'ai vraiment fait ça traditionnel. Il y avait, ouais, des entreprises qui venaient sur le campus, et là, j'étais venue porter mon petit CV, enfin vraiment. Et j'ai commencé, alors j'ai fait des stages très différents. J'ai travaillé déjà dans le garage Renault à Boulogne. Mon premier stage, j'étais vendeuse. Celui qui fait l'angle, là, Exactement. qui est là depuis... Depuis toujours, exactement. Parce que j'étais une grande fan d'automobile, j'étais une grande fan de F1. Et donc je regardais toutes les courses, hein, et Renault, je trouvais ça top. Donc voilà, j'ai fait mon premier stage là-bas. Ensuite, j'ai enchaîné par un stage chez Mobile Oil Française. Donc c'est Mobile 1, ils vendent l'huile Mobile 1. C'était surtout le plus gros sponsor, hein, de la course automobile dans le monde, hein, je crois, à l'époque. Donc j'ai beaucoup, une très belle opportunité pendant 6 mois, un stage où j'ai travaillé sur les 24 heures du Mans. J'ai travaillé sur le Grand Prix de Formule 1 à l'époque où il était à Manicourt. J'ai travaillé sur les 24 heures du Mans moto. Donc c'était vraiment voilà, très 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 chouette. Puis je me suis rendu compte que c'était très chouette, mais que c'était pas exactement ça que je voulais faire. D'accord. Pas l'événementiel, hein, et pas forcément l'automobile. Parce que tu travailles toute une année pour un événement Et c'est ça. En fait, l'intensité de l'événement, c'était un peu trop pour moi. Et du coup, voilà, j'ai commencé à regarder ce qu'il y avait autour et je suis tombée assez vite dans le marketing et les cosmétiques. D'accord. Donc, voilà, ça a été une vraie découverte. On est venu te chercher, t'as eu une... Non, là encore, j'ai posé un CV, D'accord. et puis j'ai fait deux stages, un chez L'Oréal, chez La Roche-Posay, un chez Guerlain au Canada, donc chez LVMH, et j'ai adoré. J'ai adoré la cosmétique, le parfum, j'ai adoré ce monde, j'ai adoré le marketing. Ça a été une évidence. En C'est fait, un monde à part, en plus. voilà. C'est un monde à part, et puis dès qu'on rentre dans le luxe, c'est vrai qu'on a un peu des étoiles plein les yeux. Ouais. Les budgets sont pas les mêmes. Ouais, et puis l'univers, la marque est belle, tout est beau, et c'est vrai que c'est surtout quand on est jeune, quand on démarre, c'est assez magique. Et puis là, le marketing, c'est la locomotive pour toutes ces marques. Exactement. On se prend d'ailleurs un peu trop pour le centre du monde, mais c'est vrai que c'est être au cœur du développement, c'est fantastique. Alors là, tu fais des stages. T'aurais pu continuer en CDI. Qu'est-ce qui fait que... En fait, j'ai fait des stages et puis je suis partie au Canada parce qu'il fallait que je valide un stage à l'étranger. Donc je suis partie quand tous mes camarades ont été diplômés, ils sont partis travailler. Moi, j'ai dû refaire un stage. Donc je suis partie au Canada pendant 10 mois faire un stage chez Guerlain. Et puis je suis revenue, je me suis dit: «Oh, je vais prendre quelques mois de vacances avant de démarrer». Et puis il y a eu le 11 septembre. Voilà. Et donc j'ai cherché mon premier boulot après le 11 septembre. Donc ça a été un peu plus dur que prévu. Donc j'ai mis quelques mois à trouver. Sincèrement, voilà, j'ai pas mis trop longtemps, mais c'est vrai que quand on est tous sortis de promo, tout le monde a trouvé un boulot, mais dans la semaine, hein. Moi, j'ai mis un tout petit peu plus de temps, mais j'ai eu le grand plaisir de démarrer dans le groupe Puig pour la marque Nina Ricci. Et on était en plein cœur de Paris. Ça a été voilà, une découverte à tout point de vue. La haute couture, alors moi je travaille pour les parfums, mais c'est vrai qu'on était juste à côté des locaux de la haute couture. C'était fantastique. C'était vraiment un univers sublime, et j'avais l'impression d'être une petite souris au milieu d'un univers assez magique. Il y a eu un lancement ou il y a eu un produit qui t'a marqué particulièrement? Alors, je suis arrivée chez Nina Ricci, ils sortaient un parfum masculin. Donc j'ai pas du tout participé à l'élaboration du produit, mais j'étais là pour le lancement, donc j'ai aidé, et cetera. Donc j'ai vu ce qu'était un lancement de produit. C'était un parfum masculin, je crois qu'il n'existe plus depuis, qui s'appelait Mémoire d'homme. Mais c'est très chouette. C'est très chouette d'être vraiment dans les rendez-vous marketing, de voir tous les gens de tous les pays qui venaient, de leur présenter le produit, de leur présenter la fragrance, la publicité, et cetera. C'était des moments vraiment intéressants, et ça m'a donné envie, voilà, de poursuivre. Et puis j'ai beaucoup travaillé sur l'air du temps, qui était à l'époque le parfum emblématique de Nina Ricci. Et j'ai eu la chance de démarrer un nouveau produit qui était Nina, et sur lequel voilà, j'ai pu travailler au début. Alors, je suis partie avant qu'il soit lancé, mais j'ai travaillé et sur le flacon et sur la fragrance, et c'était fantastique. C'était une très, très belle expérience. Tu as acheté un parfum Je l'ai acheté à ma belle-fille, hein, parce que je trouvais ça sympa. Puis il y avait une histoire derrière. Il y avait une très belle histoire derrière. Et alors, Puig, c'est une société familiale? Ouais.
espagnol, qu'on écrit P-U-I-G. C'est ça, Puig. Mais ça se dit bien Puig. Et c'est fabuleux parce que aujourd'hui, il y a quoi? Il y a les Français qui dominent le marché, beaucoup. Et puis c'est les Espagnols. Et les Américains. Et les Américains, voilà, avec les marques plutôt Calvin Klein. Ouais. Puis il y a un petit peu quand même d'asiatiques qui percent bien les Shiseido et autres. Mais, ouais. Tu restes combien de temps chez eux? Je me souviens plus, je crois que je suis restée 3-4 ans. D'accord, pour un premier job. Ouais. Qu'est-ce qui t'a fait? Tu t'es dit, tiens, je vais changer. Là encore, on est venu te chercher ou tu t'es dit, j'ai fait le tour? J'ai été appelée, et là c'était un job, je pouvais pas dire non. J'ai été appelée par Dior. Et là c'était waouh. Donc quand j'ai eu, en fait c'est très drôle parce que j'ai été appelée. Alors au début j'y croyais pas. Et puis j'ai passé quelques entretiens et puis je sais pas, le processus était très long. Et en fait j'ai eu aucune nouvelle pendant 4-5 mois. Ah oui. Oui, très long. Mais on est pressé. Et exactement, il s'est très pressé, puis il s'est rien passé. Donc je pensais que je l'avais pas eu, ça arrive. Et puis ils m'ont recontacté de mémoire juste avant Noël. Et j'étais hyper vexée parce que je pensais qu'ils m'avaient pas choisi. Et donc il me rappelle, il me dit, il faut qu'on vous voie demain. Et j'avais vraiment un truc de prévu le lendemain pour le boulot, et je leur dis je peux pas. Et ils m'ont dit ok. Et puis ouais. Et puis la chef de groupe me rappelle et me dit, mais Virginie, ce serait vraiment dommage quand même de rater cette occasion. Je dis, mais j'ai pas de nouvelles depuis des mois, il faut que je vienne demain. Elle me dit oui, mais c'est vraiment important. Bon, ok, je ravale ma fierté, je rappelle, je dis ok, je viens demain. Et puis 2 semaines plus tard, j'ai eu le job. Wow. Voilà. Donc comme quoi, si elle m'avait pas rappelé, je l'aurais jamais eu. Et puis il faut être patient aussi. Voilà. Et c'était pour faire quoi? Alors c'était pour être à l'époque chef de produit J'adore, qui était vraiment la fragrance emblématique de Dior. Avec Charlize Theron. Avec Charlize, déjà. Et donc, j'ai travaillé pendant 4 ans sur J'adore, et puis au fur et à mesure sur d'autres fragrances aussi. Mais j'ai toujours été sur J'adore, en plus. Et c'est vrai que c'est un vraie histoire d'amour. J'ai adoré la marque, j'ai adoré... alors, tout ce qui était autour du parfum, enfin tout le travail qui y a eu autour du parfum, c'était vraiment absolument passionnant. Travailler avec la mode, à l'époque c'était Galliano qui était à la mode, donc c'est lui qui designait toutes les robes pour les shootings. On a fait des shootings à New York, enfin c'était vraiment c'était magique. Ouais. C'était en quelle année? Oh waouh, je me souviens plus. Je me souviens plus, ça devait être en 2005-2006. D'accord. Ouais. Et tu restes combien de temps? Je suis restée 4 ans. Donc là encore. Je suis restée 4 ans. C'était vraiment intéressant, mais c'est dur. Très intense. C'est hyper intense. On y passe vraiment ses journées, ses nuits, ses week-ends. Et puis c'est tout le temps. Et c'est tout le temps. Et puis comme c'est passionnant, voilà, tout le monde travaille tout le temps. Puis il y a un moment où on se dit, en fait, ma vie à moi, elle est passée où là-dedans? Et moi, j'ai eu un peu cette réalisation de ma vie, elle est passée où? Ouais. Et alors là, pour une fois, tu t'es mis en recherche, c'est ça? Alors là, non, ça a été... alors je me suis mis en recherche, oui, indirectement. En fait, j'avais vraiment envie de changement. Ça faisait presque 10 ans que j'étais dans les parfums et la cosmétique. J'avais appris plein de choses. Le seul problème de ces métiers-là, c'est que c'est très cyclique. Noël, c'est tous les ans la même période. La fête des mères, c'est tous les ans la même période. Un lancement de parfum, c'est toujours en septembre. Donc voilà, au bout de 10 ans, on a un peu fait... beaucoup de fois la même chose, et j'avais envie d'autre chose, et surtout je me rendais compte, je reviens à mes propos du tout début, on se croit un petit peu le centre du monde, un peu le sentiment, voilà, c'est moi qui développe les produits, alors que c'est moi, non, c'est toute une équipe, mais on a un peu le sentiment, c'est moi qui développe les produits, c'est moi qui fais la marque, et il y a un moment, il faut un petit peu redescendre sur terre. Et je me rendais bien compte que j'avais envie d'autre chose, et j'avais envie de vraiment impacter l'entreprise. Là, on s'attendait un peu à ce que tout le monde gravite autour du marketing. Moi, j'avais envie de faire l'inverse et de dire comment est-ce que moi j'aide l'ensemble de l'entreprise, comment est-ce que j'ai un impact. Et j'avais très envie de travailler sur la stratégie. C'était vraiment un ingrédient du travail dans l'entreprise qui m'intéressait énormément. Et donc, j'ai commencé à regarder, voilà, comment on peut faire ça. Et assez vite, en fait, je suis venue au développement durable. Qui est venu comme ça alliait aussi bien mon intérêt pour l'aspect social, comment est-ce qu'on traite bien les gens, l'aspect environnemental, et puis comment est-ce qu'on impacte l'ensemble de la stratégie de l'entreprise. Et donc j'ai décidé de tout arrêter dans le luxe, un peu tristement, j'avoue, parce que c'était bien, mais j'ai repris mes études. Oui, parce que il n'y avait pas de passerelle possible. En fait, j'ai parlé à quelques personnes qui travaillaient en développement durable, parce que c'était pas un gros sujet à l'époque, mais ils m'ont dit, voilà, t'es suffisamment jeune
pour reprendre tes études, fais-le. Ça t'assoit, tu as une vraie légitimité du coup. Et donc voilà. Et puis c'est une belle occasion de faire un petit break. Se ressourcer, à chercher. Ouais, et puis de repartir à l'école, parce que finalement, quand on est à l'école jeune, on n'en profite jamais assez. Voilà, on fait la fête, on étudie, mais on se rend pas compte de la chance qu'on a finalement, de tout le temps qu'on a. Et y retourner 10 ans après avoir travaillé beaucoup, on se rend vraiment compte du luxe que c'est de pouvoir prendre du temps pour apprendre. Et ça, j'en ai beaucoup profité. Et alors, tu vas chez qui? Tu as fait quoi comme étude? Donc, je suis allée faire un master 2 en développement durable à Dauphine. Ouais. Et ce qui était très important pour moi, parce qu'il y avait plusieurs masters, c'était d'être entourée de gens qui, eux aussi, avaient un peu la même démarche que moi, qui avaient travaillé. Donc, pour entrer dans ce master 2, il fallait avoir travaillé au moins 5 ans. Et en fait, ça a été une très, très belle expérience, parce que j'étais entourée de gens de profils très différents, mais il y avait un architecte, il y avait des gens qui étaient dans le marketing, mais grande conso, il y avait plein des acheteurs, plein de profils très différents. On était une promo de 25 environ. Et c'était très, très riche, surtout sur le côté humain. Vous aviez un niveau de connaissance ou de maîtrise du sujet? On est tous partis de zéro. Ouais, d'accord. Parce que c'était pas non plus le sujet à la mode. Non, on est tous partis de zéro, et donc on a appris ensemble. On avait beaucoup de devoirs de groupe, et donc ça a créé des liens très forts. Et on est encore très amis. Il y a le groupe WhatsApp qui tourne. Ça fait quelques années maintenant qu'on a fini, et on est encore très amis. Alors, à l'issue de... C'était combien de temps? Ça a duré combien de temps? Ça a duré, je sais plus, 15 mois de mémoire. Oui, d'accord. Donc c'est comme un EMBA intense. L'objectif à l'issue, c'était de retrouver un travail dans ce secteur-là. Ouais. Comment ça se passe? Là encore, par le réseau, en fait, j'ai été contactée. Donc, j'avais parlé à plusieurs personnes qui étaient déjà dans le développement durable avant mon master, donc pour avoir des conseils. Et une de ces personnes à qui j'avais parlé m'appelle en disant, voilà, il y a JC Decaux qui cherche un directeur ou une directrice développement durable. Donc, je me suis permis de donner ton nom, parce que moi, elle m'a dit littéralement, moi, je suis trop vieille, mais je pense que c'est un job pour toi. Et du coup, voilà, j'ai été contactée par JC Decaux. Donc, j'avais juste avant de finir, 1 mois et demi avant de finir mes études. Vrai coup de cœur pour ma boss, celle qui allait devenir ma boss, qui était donc la directrice financière de JC Decaux. Et j'ai vraiment tout de suite accroché. Beaucoup aimé son style, son profil, etc. Et ça a été finalement quelque chose que j'ai beaucoup fait dans ma carrière. Et je le recommande pas forcément, mais en fait, d'aller dans des entreprises pour des gens. Ouais. Alors, c'est toujours dangereux, parce que vous pouvez vous retrouver dans une entreprise pour des gens et ils partent très vite. Donc, voilà, faut aussi aimer l'entreprise et son activité. Mais c'est vrai que je l'ai fait plusieurs fois, et dans son cas, c'était vraiment un vrai coup de cœur. Et puis, c'est une création de poste? Alors non, le poste existait déjà depuis quelques années, mais il cherchait un profil un petit peu différent, et notamment un profil qui avait finalement un background, ce qu'on appelle aujourd'hui RSE, et donc le master, en fait, et c'est là où j'ai remercié la personne qui m'avait conseillé de le faire. Le fait d'avoir fait le master m'a permis de crédibiliser, en fait, ma candidature. Et puis c'est là aussi où tu as rencontré Charlotte. C'est là où j'ai rencontré Charlotte, et belle amitié, très belle amitié s'est créée, parce que c'est une belle personne. Ouais, on a eu l'occasion de s'en rendre compte. Alors, tu arrives chez JC Decaux, qui est le leader mondial dans l'affichage publicitaire, en extérieur. Ouais. Mobilier urbain. Urbain. Ouais. Donc, on n'est pas encore... Enfin, si, il y a des panneaux qui sont déjà digitalisés, mais il y a quand même énormément de papier. Moi, je suis arrivée en au tout début. Ouais. Donc, tu as un vrai sujet. Ouais. Tu voulais faire de la stratégie, donc là, tu es en plein dedans. Tu es dans les Yvelines. Parce que je suis dans les Yvelines, c'est vrai. Ouais. Et tu es au cœur de... Enfin, tu es proche de la direction. Tu es rattaché à la direction générale. À la direction financière. À la direction financière, avec ta boss qui, elle, par contre, est au Comex. Et donc, tu fais de la stratégie, de la RSE, dans un environnement où il y a tout à faire, finalement. Ouais. Comment ça se passe? Ouais. Ça a été très bien, parce que moi, je découvrais aussi. Et en fait, l'entreprise découvrait et je découvrais en même temps. Et donc, on a grandi ensemble. Donc, ça s'est très bien passé. J'avais une boss qui était à l'écoute, qui me l'a dit très clairement, même pendant mon premier entretien. Elle m'a dit, j'y connais rien, mais ça m'intéresse. Et du coup, on a appris en marchant. On a tout repris de zéro. C'est quels sont les principaux impacts. Et c'est vrai que c'était intéressant, parce que
assez vite, voilà, il y avait quand même une équipe en place de 2 personnes et puis on s'est étoffé petit à petit. Et donc on travaillait quels sont les principaux impacts environnementaux, parce qu'à l'époque, on était quand même très impacts environnementaux. Et à chaque fois que je demandais aux gens, à votre avis, c'est quoi le plus gros impact de JC Decaux, on me répondait, ah bah ça doit être les camions. Parce qu'en fait, les gens voyaient les camions JC Decaux dans la rue qui venaient nettoyer les abribus. En fait, pas du tout. Le plus gros impact, c'est quand même la consommation énergétique, parce qu'il y a des panneaux partout dans le monde qui consomment de l'énergie. Donc, le plus gros impact environnemental, c'était la consommation énergétique. Donc, on s'est attaqué en priorité avec la R&D à réduire ces impacts énergétiques. Mais après, il y avait plein d'autres choses. Il y avait la santé-sécurité justement des agents. Comment est-ce qu'on s'assure de leur sécurité quand ils sont sur site. Il y avait plein d'enjeux, les déchets, puisque toutes les affiches qu'on enlève toutes les semaines, qu'est-ce qu'on en fait, comment on les recycle, etc. Donc, plein d'enjeux très intéressants. Et puis, un vrai travail de déploiement, parce qu'il fallait déployer partout dans le monde. C'est un groupe qui est très international. Et donc, beaucoup de discussions passionnantes, dures, à une époque où le développement durable n'était pas le sujet le principal dans la tête des gens. Donc, il fallait convaincre. Donc, j'ai passé beaucoup d'heures avec les uns et les autres à convaincre. Mais moi aussi, j'ai appris. Ça m'a beaucoup appris. Ça m'a appris la résilience. Je pense que c'était vraiment l'inverse de ce que je vivais en marketing. En marketing, on était au cœur de tout. Là, tout à coup, personne ne nous attendait en RSE. Donc, il fallait convaincre. Et puis, ça m'a appris la patience. Parce que la RSE, c'est le temps long. Et du coup, c'était très, très, très intéressant et très belle expérience. C'est quoi ta définition de RSE, justement? Je ne sais pas si je saurais les définir, parce que à une époque, quand j'ai démarré, on parlait de développement durable. Après, on a parlé de RSE. Il y a des gens qui disent, ah mais RSE, on parle de responsabilité. Alors, responsabilité sociétale et environnementale, ou responsabilité sociale de l'entreprise. Ça dépend des personnes. Nous, chez Legrand, on appelle ça responsabilité sociétale et environnementale. Et dès qu'on parle de responsabilité, il y a les uns et les autres qui disent, ah oui, mais c'est qui définit la responsabilité? Donc, c'est globalement, je considère notre rôle comme comment est-ce qu'on s'assure que l'entreprise a le moins d'impact négatif possible sur l'environnement, sur les personnes, a le plus d'impact positif. Et notre rôle, c'est aussi de capter tous les signaux faibles et d'aider l'entreprise à s'y préparer. Donc, et là, je retrouve mon appétence pour la stratégie. C'est vraiment comment est-ce qu'on réfléchit à, je vois ce signal faible. Alors, il est plus faible du tout aujourd'hui, malheureusement, mais le réchauffement climatique était un signal faible, en tout cas dans l'esprit des gens il y a une dizaine d'années. Mais ça arrive. Comment est-ce que j'oriente le fonctionnement de l'entreprise pour s'y préparer? Et d'un point de vue atténuation, j'atténue l'impact de l'entreprise, donc j'atténue son impact sur l'environnement. Et d'un point de vue préparation à ces impacts, c'est-à-dire qu'il va y avoir un changement climatique, comment je m'assure que mes usines sont préparées aux éventuels effets du dérèglement climatique, etc. Donc, il y a tous ces éléments-là. Je ne donnerai pas de définition stricte, parce que chacun est libre d'y voir ce qu'il veut. Mon approche, c'est celle-là. Ce que je trouve passionnant, c'est que c'est finalement une vue à 360 degrés, parce que ça touche tes fournisseurs, ça touche aussi, j'imagine que... Tout l'écosystème de l'entreprise. Oui, c'est ça, tout l'écosystème. Les collaborateurs, leur mode de transport. Exactement. Et puis, je suppose qu'aujourd'hui, même JC Decaux, quand ils répondent à un appel d'offres, faut qu'il y ait la notion de RSE qui soit intégrée dans la réponse. Aujourd'hui, je pense encore plus qu'à l'époque. En tout cas, quand j'y étais, c'est vrai que c'était déjà une grosse part. Dans des grosses villes comme Paris, c'était déjà une partie, alors je me souviens plus exactement, mais de l'ordre de 20% de mémoire. Je pense que ça a augmenté depuis. Donc oui, c'était déjà un vrai sujet. Et les villes sont assez précurseurs sur le sujet. Les villes ont eu assez tôt dans leurs appels d'offres, et donc notamment leurs appels d'offres de mobilier urbain, des éléments RSE très forts. Je me souviens notamment d'un appel d'offres gagné à Copenhague, où la RSE était déjà à peu près 20% de la note aussi. Donc une vraie maturité de ces sujets-là dans les villes européennes au moins. Tant mieux. Ouais. Et quand tu dis que vous avez démarré, vous étiez 2 personnes dans le département et que vous avez grandi, comment est-ce que tu arrives à justifier d'un point de vue budget le fait d'avoir besoin de plus de staffing dans l'équipe? C'est quoi? C'est le calcul du ROI? Ça vient... alors, le ROI, il est toujours assez compliqué en RSE. Alors, il vient dès qu'on parle d'efficacité énergétique, parce que dès qu'on investit pour consommer moins, les consommations tombent, et donc on dépense moins en énergie. Donc, ça se voit assez vite. Mais après, il y a des sujets assez évidents qui arrivent. Le reporting, on a des communautés financières qui sont, alors beaucoup plus aujourd'hui, mais déjà à l'époque, qui étaient plus... qui avaient déjà des questions sur le développement durable.
Et donc, il fallait des personnes pour pouvoir répondre, faire le reporting, répondre aux agences, faire la stratégie, déployer la stratégie, suivre la stratégie. Donc, assez vite, on se rend compte que on peut pas vouloir une stratégie développement durable et puis pas avoir les moyens de la mettre en place, de la déployer, de la suivre. En tout cas, c'est que le modèle a été validé et que derrière, tout le monde dans les étages supérieurs suivait aussi. Donc J'ai eu, j'avoue, vraiment beaucoup de soutien des frères Decaux, donc qui étaient à la tête de l'entreprise, et notamment beaucoup de Jean-Charles Decaux, qui a été un vrai soutien dans tout le déploiement. Donc c'est chouette de travailler avec des patrons qui y croient et qui soutiennent. Ouais. Tu restes combien de temps chez Decaux? Je suis restée 6 ans chez Decaux. Il y a un petit 6 ans. Non, mais c'était. Il y a de l'affect en plus. Ouais, non, mais je pense qu'on peut pas. On peut pas être dans une entreprise familiale et pas avoir d'affect. C'est toujours en particulier de travailler avec la famille. Donc c'est un vrai privilège. Et donc j'ai beaucoup aimé. Après, il faut savoir aussi évoluer. Donc c'est très chouette de travailler avec la famille, mais on fait pas partie de la famille. Donc voilà, eux sont forcément restés et moi il était temps d'aller vers d'autres aventures. Mais c'est toujours ça a une place particulière parce qu'on a travaillé avec eux et que c'est des gens qui sont habités par leur entreprise, c'est sûr. Ouais, ils ont pas envie de faire autre chose. C'est clair. Et alors là, qu'est-ce qui se passe? Parce que tu as fait tes armes, là, on peut plus rien dire. Le parcours, il est extrêmement cohérent, limpide, avec des KPIs à l'appui. Donc on vient de chercher? On vient à moitié me chercher, c'est-à-dire que donc Laurence Debroek, qui était la directrice financière de JC Decaux, est partie entre-temps chez Heineken, aux Pays-Bas. Et on a échangé, en fait, et il cherchait. Donc elle m'a dit, je veux pas m'en mêler, mais il cherchait quelqu'un en développement durable. Donc elle a dit, voilà, je peux passer ton CV, mais je n'interviens pas. Donc je lui ai dit parfait. Et puis à partir de là, j'ai passé tout le processus de recrutement. Et puis donc je suis partie chez Heineken aux Pays-Bas, m'occuper de la stratégie RSE et du climat. Et là, tu pars en expatriation? Je pars. Non, c'était en contrat local puisque j'arrivais chez eux aux Pays-Bas, mais que je vienne de France, ça les intéressait pas beaucoup. Voilà, j'étais recrutée au siège social, donc j'ai eu un contrat local aux Pays-Bas. Et t'as emmené toute ta famille? J'ai emmené, alors non, parce que ma famille était en partie en Corse, donc c'était trop compliqué, mais on a fait quelques allers-retours. Alors, je suis pas très fière parce qu'on n'a pas eu un très beau bilan carbone pendant quelques mois, mais on a bougé après. On comprend le montage. D'accord. Et là, tu dis, tiens, je change d'industrie, je vais dans l'alcool, donc il y a encore une autre dimension. Ouais, une autre dimension, mais c'est vrai qu'après avoir fait... c'est l'avantage, en fait, qu'on a fait B2B et B2C, c'est que finalement, après, on navigue facilement entre l'un et l'autre. Revenir en B2C était pas compliqué. Alors oui, c'est de l'alcool, c'est pas du parfum, mais finalement... le marketing est très présent dans ce type d'entreprise et c'était pas nouveau pour moi, donc c'était pas non plus trop différent. Et puis toute industrie, ça s'apprend en fait. On rentre dedans, ça s'apprend assez vite. T'es rattaché à la finance? Voilà. Non, là, était rattaché ce qu'on appelle les corporate affairs. D'accord. Qui chapeautait les affaires publiques et la communication et la RSE. Oui, donc tes interlocuteurs étaient encore différents. Exactement. Tu avais un peu plus de haters et de gens un peu plus provocateurs. Non, parce qu'en fait, je suis arrivée vraiment au moment où il y avait un tournant dans l'entreprise. Je suis arrivée pile à ce moment-là où on sentait qu'avant, la RSE, c'était un sujet, mais plus un sujet de com. Et on est vraiment rentré dans un moment où ils se sont rendus compte, le climat, qu'il fallait agir, qu'il y avait une question vraiment de réputation, qu'ils avaient un gros impact, qu'ils avaient besoin d'eau. Enfin, voilà, il y avait plein d'enjeux. Et il y a eu vraiment une prise de conscience et on avait ce qu'on appelait des steering committees, donc des réunions de vraiment décisionnelles autour du climat notamment, où il y avait 4-5 membres du comité de direction d'Heineken autour de la table qui venaient décider de comment on avançait. Donc vraiment la prise en compte était forte. Il y avait un vrai engagement. Parce qu'on parle de l'eau, il y a le verre, ouais, d'accord. C'est combien de bouteilles par an dans le monde? Je sais pas. Je sais plus, je l'ai su. Je sais plus. Les chiffres ne seraient pas à jour, de toute façon. Qu'est-ce qui te plaît là dans cette nouvelle aventure? C'est l'environnement aussi, parce que tu es à Copenhague. C'est le côté Amsterdam, côté très international. Ça, c'était fantastique. J'ai retrouvé un peu finalement mon lycée. Le fait d'être dans plein de nationalités, tout le monde parlait anglais. Vraiment,
tout le monde, enfin la plupart des gens venaient d'ailleurs. Et donc, très belle solidarité, beaucoup d'ouverture, beaucoup d'intérêt pour les uns les autres. Et donc, c'était vraiment une vie au bureau, mais finalement qui prenait un peu toute la place positivement, parce que on passait beaucoup de temps ensemble, parce que c'était passionnant. C'était très sympa, très très bonne ambiance. Et puis, c'est vrai, mine de rien, quand on travaille pour une marque de bière, il y a des bars dans tous dans tous les bureaux. Et donc, à 17h le soir, après le bureau, parce qu'aux Pays-Bas, on finit tôt, on allait se boire une petite bière. Et ça, c'est ça. Et il y a quoi dans le groupe Heineken? Alors, il y a la marque Heineken, il y a plein d'autres marques. Il y a des marques Amstel, il y a, je veux dire des bêtises, mais Affligem, il y a plein de marques. Il y a des blonds, il y a tout. Il y a tout. Il y a du cidre, il y a tout. Non, c'est une superbe marque, c'est incroyable. Tu restes combien de temps? Je suis restée 3 ans. Okay. J'ai eu une idée de génie. C'était de démissionner en mars 2020. Avec Pôle emploi qui ne te connaissait pas? Non, même pas. Non, c'est pas. En fait, j'ai pas démissionné pour rien. C'est que j'avais un job. Donc, j'ai été appelée et recrutée par Mondelez, qui est le leader du snacking américain. Et donc, je devais partir à Chicago, travailler pour eux. Et puis, j'ai démissionné en mars. J'ai démarré en mai. Et puis, j'ai démarré de mon salon à Amsterdam. Et puis, j'ai pas bougé de mon salon à Amsterdam parce qu'il y avait le Covid et que les frontières américaines étaient fermées. Et donc, quand même, pour la petite histoire, j'ai travaillé pendant un peu plus d'1 an pour cette entreprise et j'ai rencontré une personne. C'est le monsieur de l'informatique qui m'a donné mon ordinateur et à qui j'ai rendu mon ordinateur à la fin, et c'est tout. Je n'ai jamais rencontré un seul de mes collègues en vrai pendant mon temps là-bas. Donc, c'était particulier. C'était particulier, ouais. Donc, pas d'expérience à Chicago. Voilà, c'était... Bon, ils ont été fair, ils n'ont pas annulé ton contrat. C'est ça. Mais eux, ils sont très bien portés. Hein. Le Covid a été fantastique pour Mondelez, parce que les gens étaient chez eux et mangeaient des biscuits. Donc, eux se sont très, très bien portés pendant le Covid. C'était aussi sur de la RSE? C'était sur la RSE, ouais. Au global? C'était sur le climat. C'était sur la stratégie climat. Là aussi, beaucoup de choses à faire. Oui. Très intéressant. Et pourquoi tu restes qu'une année? Parce que il fallait absolument il voulait vraiment que je parte à Chicago, donc il fallait que j'y aille. Les frontières étaient encore fermées. Donc là, je me suis dit, voilà, je vais me retrouver à Chicago, dans un appartement, dans une ville que je connais pas, toute seule, et je pourrais plus sortir. On n'avait plus le droit de sortir. En fait, une fois qu'on rentrait, on pouvait plus sortir. Et personne n'avait le droit de venir me voir, puisque les frontières étaient fermées. Et là, je me suis dit, vraiment, est-ce que j'ai envie de ça? Bon, après, les démarches étaient entamées. Les déménageurs étaient venus faire les repérages. J'avais mon visa. Et à ce moment-là, j'ai été contactée par un cabinet. Et donc, ils m'appellent, ils me disent, voilà, on aurait un job pour vous. Alors, je dis, écoutez, je pars à Chicago, donc... Vous avez 48 heures. Donc, voilà, je pars à la recherche, et ils me disent, si, mais c'est intéressant. Je leur dis, à 3 conditions. Je veux pas revenir en France, et je veux pas revenir en B2B. Par contre, je veux que ce soit de la RSE. Et ils me disent, alors, la RSE, c'est bon. Ils disent, mais c'est une boîte de B2B française. Mais il faut vraiment que vous les rencontriez, c'est des gens fantastiques. Alors, juste avant, pourquoi est-ce que tu voulais pas revenir en France? Parce que j'étais tellement contente d'être revenue dans un environnement international, et j'avais vraiment envie de ça. J'avais vraiment envie de poursuivre. J'ai envie de poursuivre, d'être à l'étranger, cette culture. C'était vraiment, j'avais retrouvé cet environnement qui me plaisait beaucoup, et j'avais envie d'y rester. Bon, après, j'avoue qu'au bout d'1 an dans mon salon toute seule, ma perspective a un petit peu changé. Et puis, j'ai passé des entretiens avec les gens de Legrand, et j'ai eu un total coup de cœur. Vraiment, j'étais partie en disant, je leur fais plaisir, je fais les entretiens pour leur faire plaisir, j'ai pas la moindre intention d'y aller. Et puis, j'ai adoré tous les gens avec qui j'ai passé un entretien. Vraiment. Ça m'est jamais arrivé. Chaque personne avec qui j'avais un entretien était sympa, ouverte, simple. C'est ce qui fait vraiment la marque de fabrique de Legrand. Et puis, quand j'ai fait l'entretien avec le directeur général, là, je me suis dit, en fait, j'ai hyper envie de travailler pour lui. et voilà. Et il n'a pas démissionné. Et il n'a pas démissionné, je le remercie. Et donc, voilà. Ça a été, en fait, j'étais très embarrassée de lâcher Mondelez juste avant. Voilà, j'étais à 15 jours de mon déménagement. Et en fait, à l'américaine, quand je leur ai annoncé que je partais, zéro émotion. Ah, ok.
c'est quand ton dernier jour? Voilà. Et là, je me suis dit, bon, bah, le choix était le bon. Je vais chez des gens qui sont Des humains. humains. Voilà. Ouais, pour Donc, parler RSE, c'est mieux quand même. voilà. Donc, voilà. Il y avait pas... La seconde où je leur ai annoncé, j'ai compris que c'était le bon Ouais, choix. c'était le bon choix. Ouais. Bon, après, tu les avais jamais rencontrés en vrai, donc C'est ça. le lien avait du mal à se créer aussi. C'est ça. Et alors, c'est quoi le pitch? Comment est-ce que tu présenterais Legrand? Alors, Legrand, c'est le spécialiste mondial des équipements électriques et numériques du bâtiment. Donc, en fait, pour faire très, très simple, quand on pense bâtiment et tout ce qui est connexion à l'électricité, c'est nous. Donc, on est très connu pour nos marchés traditionnels, prises, interrupteurs, disjoncteurs, etc. Donc, j'aime bien dire ça parce que les gens regardent jamais ça de la même manière. Quand vous rentrez chez vous, regardez quelle est la marque de vos prises et vos interrupteurs. Il y a une grande chance que ce soit Legrand. Donc ça, c'est une partie de notre activité, mais on fait plein d'autres choses, et notamment une activité qui est maintenant de l'ordre de 20% de notre activité, qui est les data centers. Et donc, on équipe les data centers sur justement la connectivité et pas mal de choses. On est en train de rentrer dans un secteur qui s'appelle le cooling. Donc avant, en fait, traditionnellement, un data center était refroidi par la clim, qui consomme énormément d'électricité. Et il y a des nouvelles technologies qui permettent en fait de refroidir directement au niveau des racks. Et donc, on est en train de rentrer dans ces technologies-là. Notre idée, elle est vraiment, on est là pour équiper le bâtiment, pour le connecter vraiment à l'électricité, mais aussi pour qu'il l'économise. Donc, c'est vraiment un de nos grands focus, hein, c'est comment est-ce qu'on permet au bâtiment de consommer moins d'électricité, quel que soit le bâtiment, que ce soit du tertiaire, du résidentiel, etc. Et donc, c'est tout ce qui va permettre de maîtriser la consommation énergétique. On y travaille dans une logique très de simplicité. Donc vraiment, la marque de fabrique de Legrand, c'est la simplicité. Donc c'est des solutions simples. Vous n'avez pas besoin d'une personne en charge de tout le bâtiment qui va contrôler, etc. C'est des solutions qui vous permettent de connaître vos consommations, de contrôler, de maîtriser vos consommations et de les réduire. Et je te confirme, parce qu'avant notre rendez-vous, j'ai regardé toutes mes prises, tous mes interrupteurs, y compris mon panneau de disjoncteur, c'est bien chez vous. Donc là, cette nouvelle activité, au niveau de la RSE, parce que c'est du plastique, c'est des fils de cuivre, c'est tout ça, comment est-ce que vous lancez? Ça passe par des acquisitions d'entreprises, de nouvelles technologies, ça passe par de la recherche? Alors c'est un peu les deux. Alors déjà, pour être très clair, hein, les gros impacts environnementaux de Legrand, c'est ce qu'on appelle le scope 3. Donc, c'est tous les émissions de gaz à effet de serre indirectes. Donc, ça va de nos fournisseurs jusqu'à l'usage de nos produits par les usagers. Finalement, nous Legrand usine, on consomme on est très petit là-dedans. On agit pour réduire nos propres impacts, mais on sait que le gros de notre action, elle doit être sur nos fournisseurs. Donc, on travaille beaucoup avec nos fournisseurs. Comment est-ce qu'on les aide à avoir des plans d'action pour réduire leurs propres émissions de gaz à effet de serre, et comment est-ce qu'on travaille dans la conception de nos produits pour qu'ils consomment moins d'électricité. Comment est-ce qu'on se développe? On se développe de gros bouts. La R&D. Donc, on a des équipes fantastiques de R&D chez nous qui travaillent vraiment à l'innovation produit en permanence. On a plus de 300 000 produits chez Legrand. Donc, faut avoir en tête. On a des usines dans plus de 30 pays. Donc, c'est vrai qu'on produit beaucoup là où on vend. Donc, on a des équipes un peu partout. Et donc, équipe de R&D qui travaille à l'innovation, et notamment l'innovation pour l'efficacité énergétique. Et puis, on croit aussi pas mal par acquisition, effectivement. Donc l'idée, c'est soit acquisition de leaders de marché, soit acquisition de nouvelles technologies qui sont pas trop éloignées des autres, hein, parce que le but n'est pas de rentrer dans des secteurs totalement différents, mais typiquement ce qu'on appelle le liquid cooling, donc le refroidissement pour les data centers. On est rentré dedans par acquisition, et donc voilà, c'est des innovations qu'on trouve vraiment intéressantes parce qu'elles permettent d'améliorer vraiment l'efficacité énergétique des data centers, et donc on y travaille beaucoup. Et en interne en R&D, et on regarde des acquisitions aussi. C'est génial parce que tu nous as partagé ton parcours jusqu'à aujourd'hui, mais c'est pas la même énergie quand tu parles de Legrand par rapport aux autres, même le luxe. Quel est toi ton rôle justement dans cette stratégie et dans l'élaboration de ces acquisitions, de cette R&D? T'interviens à quel moment? Je dirais que c'est double. Alors, on est très organisé chez Legrand, donc on a des feuilles de route RSE de 3 ans. Donc on va lancer la semaine prochaine notre 6e feuille de route RSE 2025-2027. Et donc ça, c'est des feuilles de route qu'on déploie dans toute l'entreprise.
R&D inclus. Mais on travaille beaucoup en amont aussi. Enfin, il y a la feuille de route, et la feuille de route, on la déploie, on a des objectifs et on travaille pour les atteindre. Mais c'est finalement un travail permanent avec tout le monde sur à la fois leur faire comprendre finalement qu'est-ce que la RSE et pourquoi ils devraient travailler pour et qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour, et notamment tout le travail d'éco-conception dans la phase d'usage pour réduire les impacts, etc. Mais il y a aussi tout le travail avec eux de qu'est-ce qu'ils peuvent mettre sur la table, qu'est-ce qu'ils peuvent apporter, quelles nouvelles idées, parce que finalement nous on ne fait que coordonner. Tout vient pas de la direction RSE, pas du tout. On a des contributeurs un peu partout dans toutes les divisions, et c'est vraiment eux qui apportent leur savoir-faire et leur savoir-faire métier et leur savoir-faire finalement RSE, et en combinant les deux qui sont vraiment apporteurs de solutions, avec l'idée que la RSE nourrit la performance de l'entreprise. Donc on est vraiment dans cette logique-là, et c'est pour ça que j'ai été recrutée à mon poste et que je suis membre du comité de direction, parce que c'est un élément important lors de mon recrutement. C'est la performance de l'entreprise. Elle est financière et extra-financière. Et c'est en étant plus performant RSE, on se rend compte qu'on est globalement plus performant. C'est-à-dire qu'on a une manière de voir les choses plus globale qui nous rend plus performants et certainement plus résilients. Ça permet aussi de se différencier de la concurrence, ça permet d'avoir tous les niveaux. Absolument. Et ça, vous les mesurez justement? Alors, on mesure beaucoup, donc, notamment au travers de nos feuilles de route, et puis aussi beaucoup au travers de nos collaborateurs, comment est-ce qu'ils se sentent dans l'entreprise, quel est leur engagement. Et c'est vrai que la RSE joue un rôle et dans le recrutement des talents et dans l'engagement des collaborateurs, parce que c'est un élément qui est important pour les collaborateurs. Ouais. Alors, j'aime pas faire de politique, donc je vais pas en faire, mais on a quand même un nouveau président américain qui, lui, la RSE, c'est pas son sujet. Comment est-ce que tu vois l'avenir du secteur au sens large? Alors, deux choses différentes. Le secteur, c'est-à-dire l'industrie dans laquelle on va continuer parce que on est sur une dynamique. Finalement, peu importe les tendances très court terme, la tendance long terme, elle est l'efficacité énergétique des bâtiments. Il faudra toujours se loger, il faudra toujours des hôpitaux, des universités, des écoles, etc., etc. Donc, il faudra toujours construire des bâtiments. Il faut qu'on construise les bâtiments mieux et qu'on ait un bâtiment plus efficace. Donc, ça va continuer, c'est sûr. Donc, finalement, je dirais peu importe la politique. Comment est-ce que ça impacte mon métier ? À court terme, ça va être dur. On en est très conscient. Le fait d'avoir des propos contre la diversité et l'équité, c'est compliqué. Je pense que ça va être dur pendant quelques années, et puis ça va revenir assez vite, parce que, mine de rien, il y a une appétence des jeunes générations, et même pas que des jeunes générations, pour ces sujets-là. Les gens se rendent compte que à chaque fois en fait qu'on parle d'engagement RSE, alors nous on a des engagements de diversité de genre, etc. Je leur ramène au pourquoi. On a l'objectif, on avait l'objectif à fin 2024 d'avoir 30% des postes de management occupés par des femmes au sein de Legrand. On a légèrement dépassé l'objectif, on est content. Mais à chaque fois je leur dis l'objectif, les 30,5% qui est notre point final, on est arrivé. C'est bien, mais en fait, c'est pas ça l'idée. L'idée, c'est de dire pourquoi est-ce que je fais ça. Quand vous êtes entouré de personnes qui vous ressemblent exactement, tout va plus vite parce que vous êtes tous d'accord et tout le monde est voilà. Mais quand vous avez une vraie diversité, alors diversité de genre et d'autres formes de diversité, vous avez des opinions différentes. La conversation est moins confortable, c'est probablement moins rapide. Par contre, vous aurez eu des points de vue que vous n'auriez jamais eu avec que des gens qui vous ressemblent. Et du coup, vous êtes plus résilient et vous prenez des décisions plus intelligentes. Et donc, tous ces sujets-là, ils sont sur la table, non pas pour remplir des KPI et des feuilles de route, mais bien parce qu'il y a une vraie intelligence derrière et il y a une vraie contribution à la performance. Donc, je pense que ça partira pas. Nous, on est engagés en tout cas et on veut continuer à l'être. Maintenant, ça va être plus dur pour les directeurs RSE pendant quelques années, c'est sûr. Il va falloir parfois revoir un petit peu son vocabulaire. C'est triste à dire, mais c'est comme ça. Parce que pour moi, ça change strictement rien aux ambitions, ça change rien à la trajectoire. Et au contraire, moi, j'ai appris dans ma vie que parfois, quand on est face à des moments difficiles, c'est là où on apprend le plus. Et c'est là où on ressort plus fort. Donc, je suis très positive pour l'avenir, malgré effectivement quelques années qui vont être un petit peu chaotiques. Ça, c'est très bon à entendre, en tout cas. Vu l'expérience que tu as eue au niveau de l'international, du multiculturel et tout, c'est très positif. Je me souviens, j'avais lu un livre, c'était Serban-Scherer qui avait écrit
Il avait analysé la crise de 2008, après les subprimes, et il dit les entreprises qui ont mieux réussi, c'est celles dont le comité de direction était composé à plus de 60% de femmes. Pourquoi ? Parce que s'il y a que des hommes, c'est de l'ego. S'il y a que des femmes, on ne sait pas, c'est jamais arrivé. Par contre, dès lors qu'il y a plus de 60% de femmes, on est sur de la recherche de la performance et de l'harmonie, et l'ego, il est complètement annihilé. Et donc, performance et économie, c'est là où les entreprises, c'est ce que cherchent les entreprises. Exactement. Donc, non, mais très intéressant. Et ta vision pour l'avenir de Legrand ? On a de grosses ambitions de continuer à grossir parce que le secteur du bâtiment va continuer à grossir et qu'on a toute notre place à prendre. Donc là-dessus, très positif. Ce qui est vraiment passionnant aussi, c'est que c'est à l'international. Donc c'est une entreprise, on est présent dans plus de 90 pays, avec des implantations physiques dans plus de 90 pays. Donc c'est cette internationalisation. Et donc c'est vrai que c'est une vraie chance parce que c'est vrai que quand un pays va moins bien, un autre va un peu mieux. Et ce qui nous permet aussi de rester partout, c'est quand un pays va moins bien, on y reste, on est résilient. Et puis voilà, c'est cyclique, le bâtiment c'est cyclique. Les cycles passent et puis ça revient et c'est positif. Et puis voilà. Donc je suis très positive pour l'entreprise. Je pense qu'on a une belle équipe en place. On a les bons produits. Après, c'est beaucoup de travail. Et puis, c'est continuer à pousser nos innovations aussi bien en R&D qu'en acquisition. En tout cas, c'est fabuleux de voir qu'on a une entreprise française qui est leader, qui est en pleine croissance et faut qu'on soit fier de notre industrie et je pense qu'on le dit pas assez. On va passer à la deuxième partie, ce que j'appelle le speed questionnaire. Je vais te faire 3 propositions ou 4 et à toi de me dire celle qui te parle le plus. Café, thé, chocolat chaud ? Thé. Thé vert, thé blanc, thé noir, thé bleu ? Thé vert. Matin, après-midi, soir ? Plutôt matin. Quelle heure ? 6 heures. T'as une routine d'ailleurs ? Oui, j'ai une routine parce que j'ai un chien. Et un chien engage une routine. Donc, il doit être sorti le matin et je vais être tôt au bureau. Donc, je sors tôt mon chien. Donc, ouais, la routine, c'est sortir le chien. Plutôt ville, campagne, montagne ? Alors, compliqué de répondre. Mon cœur, c'est vraiment la ville. Mais mon métier fait que j'adore j'ai cette idée de campagne, de préserver l'environnement, etc. Donc, je dirais, j'ai toujours adoré la ville, la grande ville. J'ai vécu dans pas mal de très grandes villes et j'ai toujours adoré. Mais j'ai un petit bout de mon cerveau qui dit non, mais il faut aimer la campagne parce que la campagne, c'est l'avenir. Est-ce que tu as un toc, typiquement, quand tu rentres dans un bâtiment ou autre, tu regardes les prises, tu regardes... Ouais, maintenant, oui. Avant, je l'avais pas, mais oui, maintenant, je l'ai clairement. Je peux pas rentrer chez des amis sans regarder leurs prises. C'est terrible. Tu leur dis de changer si c'est pas bien. Ouais, ça m'est arrivé. Sinon, tu fais ça comme cadeau quand tu vas chez eux, tu leur apportes des prises. Lecture, cinéma, musique ? Lecture. Qu'est-ce que tu lis ? Alors, j'adore les romans policiers. D'accord. Je suis une très, très grande fan de romans policiers. John Grisham plutôt ceux du Nord. Du nord de l'Europe, dont je ne prononcerai pas les noms, mais plutôt les auteurs nord-européens. J'aime beaucoup. Ouais. Printemps, été, automne, hiver ? Printemps. J'adore le printemps. C'est vraiment... l'été, il fait trop chaud. Et j'adore, en fait, les jours qui rallongent. Pour moi, c'est magique. Les jours qui rallongent, c'est fantastique. Travail au bureau, télétravail ou coworking ? Les deux. J'aime bien alterner. J'aime bien la concentration du télétravail et j'aime bien le côté social du travail au bureau. Donc, j'ai besoin des deux. Comment vous organisez d'ailleurs à ce sujet-là ? Vous avez On a 2 jours de télétravail par semaine. Si les gens veulent travailler 5 jours par semaine au bureau, ils peuvent, mais ils ont le droit à 2 jours de télétravail. Et globalement, c'est ce qu'on fait avec les équipes. Et ça fonctionne pas mal. Et ils sont libres de poser les 2 jours qu'ils veulent. Exactement. C'est important s'il y a des candidats qui nous écoutent. Tu vois. Métro, vélo, voiture ? À pied. Je fais quasiment tout ce que je peux à pied. Ouais. D'accord. Ouais, alors, forcément métro, parce qu'à Paris, forcément métro. Mais j'adore marcher, donc là, je suis venue à pied. Donc, dès que je peux venir à pied, je viens à pied. Et alors, même si tu n'en as pas, voiture thermique, électrique ou hydrogène ? Alors, pour l'instant, hybride et très bientôt électrique. Pas de spoil. Et pas une Tesla. Une voiture mais je fais pas de chinoise ? politique. Et pas chinoise. Et pas chinoise. Innovation, tradition, disruption. Alors, je dirais tradition et disruption.
Ça, c'est tradition parce que j'ai travaillé pour des entreprises françaises et j'en suis très fière, qui avaient toutes une très belle histoire et très ancienne. Et disruption parce qu'elles ne survivent que si elles sont capables de disrupter. Donc, croire qu'on peut s'ancrer dans la tradition, c'est une erreur. Mais par contre, la tradition apporte plein de valeurs qui, je pense, sont très utiles au moment de la disruption. Donc, je pense que le mélange des deux, c'est le ticket gagnant. Puis tu contribues, on l'a vu, à l'impact. Enfin, tu contribues à l'évolution, à la disruption au travers de la culture de l'entreprise. Pour les réseaux sociaux, plutôt LinkedIn, X, Instagram, autres? Alors, pour être très transparent, dans LinkedIn, et j'ai effacé tout le reste depuis les sorties récentes d'un certain nombre de patrons. T'es pas la première à le Plus dire que ça. sur LinkedIn. Alors, on rentre dans la dernière partie. J'ai 3 dernières questions. Est-ce que tu as une recommandation de lecture, un podcast ou une newsletter que tu aimes suivre? Alors oui, une newsletter que je reçois tous les soirs qui s'appelle Time to Sign Off, qui est une vraie bouffée d'oxygène. Il l'envoie à 19h, je crois. Et donc, alors c'est pas tout à fait la fin de ma journée, mais je la lis après la fin de ma journée. Et c'est très court, enfin, c'est pas léger d'ailleurs, parce qu'il parle de politique, il parle de plein de choses, mais c'est très court. C'est toujours très pertinent, très drôle. Et ça me permet en 10 minutes d'avoir un petit regard sur l'actualité, mais un petit peu décalé, très sympa. C'est quoi? C'est de l'humour british? Enfin, c'est de la politique british? C'est français et un peu british, ouais. D'accord. Est-ce que tu as un ami ou une connaissance que tu me recommanderais d'inviter sur le podcast? Alors j'en ai plein. Mais 2 personnes auxquelles je pense très clairement. Donc Laurence Debroux, qui a été ma patronne chez JC Decaux, qui était directrice financière et après qui est partie chez Heineken. Et puis quelqu'un que j'ai rencontré en RSE et avec qui j'ai vraiment bien accroché et que j'admire beaucoup, c'est Hélène Valade, qui est la directrice environnement du groupe LVMH. Qui est une belle personne et qui a beaucoup œuvré pour la RSE et qui continue à le faire. Donc, voilà, je recommande chaudement. Parce qu'elle a un vaste sujet, un vaste groupe à travailler. Donc, Et si on souhaite te contacter, quelle est la meilleure façon de s'y prendre? Compliqué, parce que je dirais que tout est un peu saturé. Mais je dirais ce qui marche encore le mieux, c'est LinkedIn. Très bien. Envoyez un courrier sinon. Envoyez un courrier. Mille merci Virginie, c'était vraiment super et tu nous as ouvert un nouvel horizon qu'on n'avait pas encore abordé sur le podcast, mais je pense que ça a inspiré beaucoup de monde. Donc merci et beaucoup. bravo. Merci. Merci de nous avoir accordé votre attention et j'espère que cet échange vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à commenter cet épisode sur Spotify et YouTube, mais également à vous abonner sur votre plateforme favorite. Vous pouvez également m'envoyer un message sur LinkedIn, j'y répondrai avec plaisir. On se retrouve dans 2 semaines pour un nouvel épisode.